Le débat africain, Alain Foucault. Plus de 70 000 morts chaque année et des centaines de milliers de déplacés. C'est le bilan des conflits armés, du terrorisme et des tensions sociales et politiques en Afrique. Malgré les très médiatiques déploiements des forces de maintien de la paix, les interventions des grandes puissances avec leurs impressionnants moyens techniques, les sommes faramineuses dépensées, les multiples sommets et forats et les solutions savantes qui en sortent, le nombre de guerres sur le continent a doublé en 10 ans. Ce qui fait d'ailleurs douter des millions d'Africains sur la volonté réelle des puissances du Nord d'œuvrer pour une paix définitive. Encore la semaine dernière, le Mali et le Burkina Faso étaient les théâtres des attaques les plus sanglantes de ces dernières décennies, avec plusieurs dizaines de victimes. Devant l'impuissance caractérisée des moyens techniques et financiers mis en œuvre, et si on écoutait le point de vue et les solutions des dirigeants africains. C'est ce que nous vous proposons dans le débat africain, qui reçoit, c'est une première sur notre antenne et sur les antennes internationales, 3 chefs d'État, 3 présidents de la République en exercice. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain installé dans la grande halle de la Villette à Paris à l'occasion du Forum de Paris sur la paix 2019. Le débat africain qui a l'honneur d'accueillir aujourd'hui 3 chefs d'État pour parler de la paix et la sécurité en Afrique. Quelles solutions concrètes? D'abord, le président Idriss Déby Itno du Tchad. Bonjour, Monsieur le Président, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour à vous aussi. Également sur ce plateau, le président Issoufou Mahamadou du Niger et président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, Monsieur le Président, et merci d'être là. Bonjour. Notre troisième invité est le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur le Président, et merci d'être là. Bonjour, Alain. Vous êtes finalement le seul à ne pas être d'Afrique de l'Ouest, ici sur ce plateau. Mais il y a 2 Afriques centrales. Je suis d'Afrique quand même, c'est l'essentiel. Alors, rarement la violence n'a atteint un tel niveau. La semaine dernière, c'était 49 soldats maliens qui étaient tués à Indeliman au cours d'une attaque terroriste. Quelques jours après, c'est un convoi de la société minière canadienne Semafo qui, à son tour, était la cible des terroristes. Bilan, 38 morts. Bref, il ne se passe plus une seule semaine sans que l'on compte les victimes civiles et militaires dans la région du Sahel. Et les attaques sont de plus en plus sophistiquées, font plus de victimes. Alors, j'ai envie de commencer en posant la question au président Idriss Déby. Comment expliquer cette recrudescence de la violence terroriste? Merci, Alain Foucault. Vous n'ignorez pas que depuis 2014, ou précisément depuis la déflagration de l'État libyen, les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Parce que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. Depuis 2012, précisément depuis 2014, au plus fort, on ne peut pas un seul jour où il n'y a pas des attaques, soit des djihadistes dans le pays concerné, soit le Boko Haram, qui aussi a fait son lit sur le bassin du lac Tchad. Il n'y a pas un seul jour où cette région ne perd pas des hommes, soit des militaires, soit des populations civiles. Oui, mais Monsieur le Président, est-ce qu'on peut mettre ça seulement sur le compte de la Libye que vous évoquez? Il y a bien d'autres causes. Est-ce seulement la Libye qui a déstabilisé toute la sous-région? Avant la déclaration de la Libye, vous avez entendu un seul jour un homme noir et un Africain se faire exploser. Vous avez vu un jour? Nous l'avons vu en en février, précisément le 21 février 2014. La première explosion d'un homme qui s'explose pour tuer les autres noirs. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous. Ça a pris naissance après la destruction de l'État libyen. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes
toutes ces armes, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. Donc, ça a pris naissance dans une région du Sahel qu'on appelle, vous partez du Mali jusqu'au nord du Tchad, et qui est une région d'austérité où la pauvreté sévissait déjà avant. Oui, mais est-ce que ce n'est pas cette pauvreté qui était déjà le lit avant même que l'on ne déstabilise le Tchad? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait déjà un terreau fertile, M. Issoufou Mahamadou? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un terreau fertile avant la déflagration de la Libye, comme on dit? Bien, je vous remercie. Je voudrais commencer par dire, pour répondre à votre question, qu'aujourd'hui, au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, pour paraphraser quelqu'un, il n'y a que du sang et des larmes. Partout. De la Mauritanie au Tchad, de la Libye au Burkina Faso. Nous avons des menaces liées au terrorisme, nous avons des menaces liées aux organisations criminelles. Ces menaces sont des menaces stratégiques. J'entends par stratégique, c'est des menaces qui vont remettre en cause, qui risquent de remettre en cause la survie des États actuels. Bien sûr, on peut discuter sur les causes de ces menaces. La cause la plus citée, c'est la pauvreté. Mais moi, je pense que la pauvreté, c'est un peu le carburant qui entretient l'incendie. L'incendie a dû être allumé quelque part. Il y a eu Pour vous aussi, c'est la Libye, l'incendie. Il y a eu une étincelle quelque part. Ça remonte avant la Libye. Ça remonte avant la Libye. Rappelez-vous, le terrorisme islamiste, sous sa forme moderne, est né en Afghanistan. En Afghanistan, du temps de la guerre froide. Quand les talibans ont été mis en place, quand Al-Qaïda est né, c'est né suite à la lutte contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique de l'époque. Et depuis, ces gens-là qui sont nés dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, ont décidé de porter la guerre, le djihad dans le monde entier. Donc, première étincelle. Mais la deuxième étincelle, ça vient de la chute de Saddam Hussein. Parce que la chute de Saddam Hussein a eu pour conséquence la naissance de l'État islamique. C'est d'ailleurs pour la plupart des cadres de l'armée de Saddam Hussein qui ont animé et qui continuent à animer l'État islamique. Et enfin, pour revenir sur au Sahel, la chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà, puisqu'on sait que le terrorisme était déjà en Algérie, il y avait déjà une présence terroriste au Nord Mali, il y avait une présence des organisations criminelles de trafic de drogue dans tout le Sahel, mais toutes ces menaces-là ont été amplifiées par la chute de Kadhafi. Et comme l'a dit le président Déby, nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences, toutes les attaques, tous les morts que j'enregistre chaque jour, des militaires, des civils au Niger. C'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye. Maintenant, il faut trouver des solutions. On va parler des solutions dans un instant, mais on essayait de faire un état des lieux. Et là, je me tourne vers le président Tshisekedi. Vous n'êtes pas voisin de la Libye. Pourtant, votre pays, depuis les indépendances, 5 jours seulement après les indépendances, a commencé à connaître la violence. Comment expliquer dans votre cas que jusque-là, 60 ans quasiment après, on soit toujours dans une situation sécuritaire instable? Bien, il n'y a pas eu que de l'instabilité. Il y a eu des périodes d'instabilité, en réalité. Il y a eu la première instabilité due au conflit post-indépendance. Là, on pourrait plutôt voir la main du colonisateur qui, non content d'être parti dans ces circonstances-là, a quelque part un petit peu manipulé les choses. Ajouter à cela l'immaturité, j'allais dire, de la génération de l'époque, ça il faut l'avouer. Ils venaient d'avoir l'indépendance, de se libérer du joug colonial, et donc il n'y avait pas assez d'expérience politique. Le réflexe tribal aidant, plus un peu de manipulation,
cela a donné ce que nous connaissons, que nous avons déploré. Puis ensuite, il y a quand même eu une période d'accalmie. Accalmie obtenue quand même, disons-le, par une méthode forte. Sous Mobutu. Sous Mobutu. Mais malheureusement, cette gestion, disons-le, du régime Mobutu a provoqué une sorte d'instabilité post-Mobutu à cause de son émission dans certaines façons de faire dans les pays voisins. Donc je pense à l'Angola, où le Zaïre de l'époque avait soutenu une rébellion qui a été très sanglante d'ailleurs de Jonas Savimbi. Je pense au Rwanda où les affinités entre le défunt maréchal Mobutu et le défunt président Juvenal Habyarimana ont eu des conséquences sur la période d'après le génocide. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu comme ça aussi un peu de cette responsabilité. Donc le Congo en lui-même ne porte pas en lui donc des germes d'autodestruction ou de guerre, d'instabilité. Cette instabilité s'est invitée chez nous, un petit peu aussi à cause de nous, mais surtout par le fait évidemment de ces groupes armés. Rarement on entend dire à cause de nous, c'est généralement les autres. J'ai envie de dire, là j'ai 3 chefs d'État ici, on va parler franc, très très franc. Si on devait vous dire quelle est votre part de responsabilité dans ce qui se passe, bien sûr on va évoquer la responsabilité des autres puisque vous avez commencé à en parler. Mais si je me tourne vers le président Déby, j'ai dit votre pays connaît cette situation sécuritaire difficile depuis des années. Si vous deviez dire notre part des responsabilités, ce serait quoi? Que n'avez-vous pas fait pour qu'il y ait ces djihadistes chez vous, pour qu'il y ait cette instabilité? C'est Alain Pouka. Je pense que vous me posez une question qui va sortir en dehors du sujet auquel nous traitons. Vous voulez que je parle de l'histoire, en fait, disons, des événements que le pays a connus? Non, ce que vous faites aujourd'hui pour bloquer les djihadistes, pour empêcher qu'il y ait cette situation de guerre permanente dans nos États. C'est ce que nous faisons. Nous avons pris beaucoup d'initiatives. D'abord, individuellement, chacun de nos pays. Et après, nous nous sommes rendus compte que pris individuellement, aucun de nos pays ne peut s'en sortir seul. C'est ce qui nous a amené à créer la force de gestion conjointe. Cette force, qui est composée de plus de 9000 hommes, n'est pas opérationnelle jusqu'au jour d'aujourd'hui. On va en parler parce qu'on va aller progressivement, Monsieur le Président. Oui. Tout à l'heure, le président Mahamadou Issoufou évoquait la pauvreté. Est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce terreau fertile qui permet aux djihadistes de s'installer? Monsieur Alain Pouka, je pense qu'il faut éviter, en fait, disons, de vouloir empêcher de toucher le mal là où vient le mal. Le mal est venu de la Libye. Vous le savez tous. Avant la mort de Kadhafi, il n'y avait pas des gens qui quittaient la Libye pour aller en Europe, des immigrés. Mais ça, c'est la pauvreté, Monsieur le Président. Attendez. Mais il y avait au moins plus de 500 000 Africains qui travaillaient en Libye. Il ne faut pas oublier cela. Plus de 500 000 Africains, jeunes Africains qui travaillaient en Libye en son temps. Avant cela, la pratique de drogue des êtres humains n'existait pas. Avant la mort de la Libye. Nos pays étaient en paix avec la Libye. Avant la mort de la Libye, le terrorisme n'existait pas, mais il y a une sorte de forme de menace, disons, des citoyens de tel ou tel pays mécontents qui sont à la recherche, disons, d'une autre solution militaire, autre. Ça existait. Ça existait. Mais la pauvreté dans ces gens-là ne date pas de la mort de Kadhafi. Ce sont des régions austères. L'austérité naturelle contre l'homme. Le désert. Le désert. Le Sahel, c'est aussi cela. Donc, il n'y a nourriture.
ni écoles, ni centres de santé, ni l'agriculture, ni un bon élevage. Mais la faute à qui, Donc, Monsieur le Président? Cette faute revient à nous, les gérants de nos pays. Ça, nous, on s'assume en ce qui concerne cela. Et nous sommes aussi conscients aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme avec les armes seule ne peut pas résoudre la question. Il faut les deux options, développement et en même temps lutter contre le terrorisme. Et c'est pour ça que nous avons initié ce qu'on appelle le programme intérimaire prioritaire, PAIP, dans le cadre du G5 Sahel. Nous avons eu plusieurs rencontres dans nos pays, différemment, à Bruxelles, et des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars, n'est-ce pas, pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. On nous accorde le bénéfice des doutes. Qu'on nous donne cet argent, on a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États. Quand vous dites et « on », les Monsieur le donateurs. Président, vous avez dit on va parler Je franc. prends le cas de l'Union européenne. Oui. Oui. Le cas de l'Union européenne. Sur tout ce qui a été financé, qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. Alors, donc, vous le savez très bien, nos pays sont pauvres. Et nous consacrons aujourd'hui plus de 20% pour certains pays, 30% pour d'autres pays de notre budget pour supporter, pour lutter contre le Boko Haram. Et la lutte contre le terrorisme n'est pas un problème simplement qui concerne les pays du G5. Quand il a été question de lutter contre le terrorisme dans le Moyen-Orient, là-bas il y a du pétrole, il y a tout. Plus de 200 avions de guerre ont été mobilisés. N'est-ce pas? Des milliards ont été mobilisés. Et quand il s'agit de l'Afrique, je pense qu'on estime, n'est-ce pas, les grandes puissances, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. Alors là, ça revient souvent, Monsieur le Président. C'est pas que ça revient souvent. La réalité, c'est cela. Alors là, la réalité, c'est cela. Lorsqu'on écoute de plus en plus il en manque une gouvernance mondiale déséquilibrée. Et les gens oublient une chose. L'Afrique est un continent qui a plus d'1,5 milliard, d'1,2 milliard d'habitants. C'est une force. Qu'on nous dise que nous sommes pauvres aujourd'hui. Mais cette pauvreté vient d'où? Remontons à notre histoire. Le continent est riche. Notre continent regorge de richesses. Les autres continents n'en ont pas. On ne va pas revenir dessus parce qu'on n'en a pas le temps, Président. Non, attendez. On n'en a pas le temps. Je voulais qu'on aille sur ce qui est sécuritaire d'aujourd'hui. C'est lié, en fait. Si vous voulez qu'on sorte de cette situation, il faudra que l'Afrique aussi, n'est-ce pas, participe à cette gouvernance mondiale. Qu'elle soit consultée. Que l'Afrique participe aussi à la lutte contre le terrorisme, pas laisser 5 ou 6 pays simplement faire la guerre et rester les autres bras croisés. Ça aussi, absolument, on va parler d'intégration continentale dans un instant. Là, j'ai envie de me tourner vers le président Issoufou. Lorsqu'on entend la plupart des dirigeants dont vous faites partie, on a le sentiment que les grandes puissances, qui ont pourtant volé au secours de l'Afrique lorsque le Mali a été menacé, n'est pas sincère. C'est vrai? Avez-vous le sentiment que ces grandes puissances-là n'y mettent pas vraiment de la volonté pour qu'on en finisse avec le terrorisme? Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, au niveau de la communauté internationale, on ne fait pas suffisamment pour marquer la solidarité avec les pays du Sahel et avec les pays du bassin du lac Tchad. Comme le président Déby l'a dit, chacun de nos pays, pris isolement, investit parfois
20% de ses ressources budgétaires dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons, au-delà de ce que nous faisons au niveau de chaque pays, décidé de mutualiser nos capacités de lutte contre le terrorisme. Dans le bassin du lac Tchad, nous avons mis en place la force mixte multinationale avec 4 pays, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Et dans le Sahel, nous avons mis en place la force conjointe du G5 Sahel avec 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Nous faisons donc le maximum pour faire face aux menaces auxquelles nos populations sont confrontées. Mais nous avons besoin aussi de la solidarité de la communauté internationale, qui est en partie responsable des menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Je peux prendre l'exemple de l'Afghanistan. C'est des centaines de milliards de dollars qui ont été investis de 2001 à 2014 dans le cadre de la coalition de lutte contre le terrorisme mise en place mais l'Afghanistan n'a pas retrouvé la paix. Même chose, mais malheureusement, c'est pour dire que même dans le Sahel, ça va être long. Parce que souvent, on entend dire que les États du Sahel n'ont pas de stratégie, etc. C'est pour cela que la lutte contre le terrorisme piétine. Il n'y a rien de plus faux. L'exemple de l'Afghanistan le prouve. Il y a toutes les grandes puissances armées du monde qui sont en Afghanistan depuis 2001 et qui n'ont pas pu vaincre définitivement le terrorisme. On peut prendre l'exemple de la Syrie également et de l'Irak. La coalition qui a été mise en place, le président Déby vient de le dire, a mis à la disposition de la coalition des centaines d'avions de combat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Sahel. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en place la force conjointe. Nous avons demandé à la communauté internationale de mettre cette force conjointe sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas obtenu ça. Nous avons... Que dit la Charte 7 des Nations Unies? La charte, le chapitre 7 dit qu'il faut avoir recours à la force pour faire face à une menace qui pèse donc, sur un pays membre des Nations Unies. C'est qui est le cas des pays du Sahel qui sont aujourd'hui menacés. Donc la communauté internationale devrait se mobiliser autour de cette préoccupation. Même chose quand on prend la MINUSMA, la mission de stabilisation du Mali. On a demandé à ce qu'on change de mandat à la MINUSMA. Parce que pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Or, au Nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre contre le terrorisme. C'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'un mandat plus offensif soit donné à la MINUSMA. Mais quand on vous entend, Monsieur le Président, on se dit, vous êtes avec ces dirigeants dont vous parlez, ces grandes puissances. Vous leur dites ce que vous dites là? Est-ce qu'ils ne vous écoutent pas? Mais on leur dit ça. Je vois le président Déby qui en sourit. On leur dit ça. Et encore une fois, on revient à la question de la gouvernance politique mondiale, qui n'est pas démocratique. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, Monsieur le Président, de façon très concrète? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites voici la solution? Ils ne vous écoutent pas? Ils pensent que vous n'êtes pas qualifié pour en parler? Mais en tout cas, dans la pratique, on constate qu'il n'y a pas de solidarité suffisante pour nous permettre de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Donc il y a la question de la gouvernance politique qu'il faut changer. Il y a la question de la gouvernance économique, on y viendra. En ce qui concerne la question de la pauvreté qui n'est pas... On dit que c'est la cause du terrorisme. Ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, comme j'ai dit, la pauvreté, c'est le carburant qui entretient le terrorisme. Parce qu'il y a la pauvreté. Mais sans ailleurs, carburant, la voiture ne marche pas dans le même temps. Il y a la pauvreté ailleurs dans le monde. En Amérique latine, il y a la pauvreté, il n'y a pas le terrorisme islamiste. Même en Afrique, il y a des pays où il y a la pauvreté, mais où il n'y a pas le terrorisme. Donc la pauvreté est un élément nécessaire, mais pas suffisant. Mais on va revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a une stratégie, a une vision d'ensemble. C'est l'agenda 2063 qui permettra à l'Afrique de sortir de l'état de sous-développement dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Avant de donner la parole au président Tshisekedi, je voyais le président Déby qui trépignait lorsque vous évoquiez l'attitude des autres dirigeants vis-à-vis de vous. Vous avez le sentiment qu'ils ne vous écoutent pas, qu'ils vous regardent avec condescendance ou quoi? Non, non seulement je ne parle pas de qu'ils nous écoutent ou bien non. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'Afrique, je pense que l'idée générale qui passe, oh, le seul, à son temps, ça viendra. Le seul, on verra plus tard. Et puis, bon, vous, on désigne une des puissances, vous gérez les affaires là, en attendant, on va voir. Ça se passe comme ça, vraiment? C'est exactement, ça se passe comme ça. Ce n'est pas une question de solidarité. Ce n'est pas une question de solidarité. Pas une question de solidarité. C'est une question simplement
d'ignorer les Africains et laisser les Africains dans la pauvreté où nous sommes là. Alors aujourd'hui, vous avez des milliers et des milliers d'Africains qui traversent le Sahara, qui meurent dans le Sahara, l'autre moitié meurt dans la Méditerranée. Et on se croit dire que bon, c'est la pauvreté qui les amène, et puis c'est bien beau, on le laisse faire. On ne laisse pas faire. Là, vous êtes 3 présidents de 3 États différents. Vous êtes voisins, lui n'est pas votre voisin. On se dit, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un problème d'intégration régionale? Monsieur le président Tshisekedi, quand on regarde le Congo, c'est un grand État avec des voisins importants. On n'a pas le sentiment que vous vous mettiez ensemble pour combattre cette menace, que chacun fait ce qu'il veut de son côté. Est-ce qu'il n'y a pas votre responsabilité déjà engagée de ce point de vue-là? Oui, on peut parler de notre responsabilité d'antan, mais aujourd'hui que nous avons la Zletka, on ne peut plus dire qu'il y a... La zone de libre-échange continentale africaine. Oui. Et donc, je crois que c'est une initiative extraordinaire qui prendra le temps qu'elle prendra pour se formaliser, mais l'essentiel ici a été de l'avoir lancée. Aujourd'hui, il existe en Afrique des organisations sous-régionales. Je pense à la SADC, à la CEDEAO, à l'East mais on ne les voit pas tellement efficaces, monsieur le Président, si vous le permettez. Justement. Je pense que nous devrions y aller par paliers pour former cette Zletka et la rendre vraiment opérationnelle. Et ces paliers, c'est d'abord, à mon avis, renforcer la coopération au sein des organisations sous-régionales, des communautés sous-régionales, et ainsi de suite étendre au fur et à mesure ces expériences au niveau africain. Et cela viendra. Nous avons en Afrique également un fléau contre lequel nous devons lutter, c'est celui des conflits interethniques. Et ici, j'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour rectifier quelque chose que j'ai dit dans mon discours en mettant le Tchad dans le lot des pays à conflit. Mais je parlais de conflit par rapport au terrorisme, pas entre tribus. Je tenais vraiment à le souligner, histoire de distinguer le Tchad du Sud-Soudan et de la Centrafrique, comme je disais. Mais alors, ces 2 pays illustrent la Centrafrique et le Soudan, et même dans une certaine mesure la République démocratique du Congo, mon pays, le mal qui ronge aussi l'Afrique. Je crois que nous devons, en Afrique, faire des efforts, nous surpasser. Et ça, je crois que c'est dû au peu d'éducation de certaines de nos masses et à la pauvreté. Je crois que si nous luttons contre ces fléaux, nous aurons fait un bond extraordinaire en avant et nous serons prêts, avec nos populations, à consolider cette zone de libre-échange continentale. Monsieur le Président, vous savez très bien que la plupart des Africains, quand ils écoutent cette zone de libre-échange continentale, on en rêve depuis des décennies. Mais en même temps, lorsqu'on regarde le Congo avec ses voisins, il est plus difficile de faire ce qu'on fait en Afrique de l'Ouest ou avec le G5 Sahel, c'est-à-dire réunir les chefs pour combattre les menaces. Est-ce que les dirigeants de cette région-là ne sont pas trop jaloux de leur prérogatives, de leur pouvoir, au point d'oublier qu'ils ont besoin de se mettre ensemble pour combattre cette insécurité? Non, je ne pense pas. En Afrique centrale, c'est un peu plus difficile. Je suis à la tête du Congo depuis 10 mois à peu près, on va dire, et j'ai sillonné quasiment tous les pays voisins, tous les pays de la région des Grands Lacs de l'Afrique centrale. Et je peux dire que je n'ai trouvé aucun chef d'État qui soit hostile à ce genre d'initiative. Je pense qu'il faut au contraire redoubler d'énergie. Parce que aujourd'hui, je crois qu'il y a une génération de dirigeants africains qui ont compris la nécessité de mettre nos billes ensemble. Et la Zletka le prouve. Et nous devons continuer, c'est un devoir. Il faut continuer cet échange entre nos peuples. Et c'est possible. Mais il faut dire qu'il y a ce déficit d'infrastructures qui aussi constitue une sorte de barrière entre nos peuples. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de projets intégrateurs qui sont imaginés, initiés dans le but de favoriser ces échanges culturels
économiques et bien d'autres entre nos peuples. Et ce n'est qu'une question de temps. Je suis sûr que cette intégration réussira et les fléaux, une fois débarrassés, feront que l'Afrique recouvrera la paix. Mais du temps, on n'en a pas, justement. Du temps, les gens meurent tous les jours, on voit ce qui se passe au Burkina. Malheureusement. Pendant qu'on préparait cette émission, on a lu sur les réseaux sociaux des questions, et certains disent, on ne peut pas comprendre, par exemple, que Boko Haram puisse être entre le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria, et que ces 4 États ne puissent pas se mettre ensemble pour venir à bout de cette menace. Est-ce que ça ne vient pas du fait que vous ne vous entendez pas tout simplement, Président Idriss Déby? Non, c'est faux. Nous nous entendons parfaitement bien. Mais comment ne pas les prendre en étau alors? Nous avons créé ce qu'on appelle la force mixte multinationale qui a son siège à N'Djamena. L'état-major de cette force est à N'Djamena. Les forces opérationnelles. Nous avons, je le dis en connaissance de cause, affaibli certes Boko Haram, mais Boko Haram aussi a le constat qu'on a fait bien sûr, résilience extraordinaire. Parce que la source c'est où? C'est à partir de la Libye que Boko Haram reçoit la formation, c'est à partir de la Libye que Boko Haram reçoit des armes, c'est à partir de la Libye que Boko Haram reçoit des renforts. Mais pour ce qui concerne la force mixte multinationale, je pense que les choses se déroulent bien. Nos forces sont ensemble, soit à l'intérieur du Nigeria, soit à l'intérieur du Niger. Il y a 3 fuseaux, 3 secteurs. Tous les 3 secteurs sont opérationnels. Oui, mais pendant un moment, on voyait ne pas pouvoir poursuivre des terroristes qui allaient d'un territoire à un autre. La poursuite, ça s'est fait. Ce n'est pas interdit. Nous avons créé cette force pour permettre la poursuite, en fait, sur le territoire, sur quelque territoire que ce soit. Donc, cette force a comme on appelle, surtout l'ensemble des bassins conventionnels du lac Tchad, à l'autorité, sous l'autorité du secrétaire général, du secrétaire exécutif du CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, qui a aussi son siège à N'Djamena. Donc, c'est sous cette autorité-là que cette force opère sur l'ensemble des bassins conventionnels du lac Tchad. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas de résultats. On a des résultats. Oui, mais lorsqu'on écoute les morts sur le terrain, on se pose la question de savoir s'il y a vraiment des résultats. Le nombre de morts sur le terrain, là, on parle du cas du Burkina, on parle du cas du Mali. Le nombre augmente chaque jour. Quand on parle de bassin du lac Tchad, Boko Haram, oui. C'est différent que les djihadistes, en fait, disons islamistes, qui opèrent à la frontière Niger et Mali. Mais c'est la même famille, tout ça, non? Niger, c'est à peu près les mêmes. Mais simplement, ça, c'est encore une autre obéissance, en fait, disons, des États islamiques, qui opère entre le Niger, le Burkina et le Mali. Monsieur le Président Issoufou, je voulais vous... Oui, voilà. Donc, moi, je pense que les chefs d'État africains sont en train de faire ce qu'ils doivent faire, sur tous les plans. Sur le plan de la sécurité, le président Déby vient de le dire, en ce qui concerne le bassin du lac Tchad, nous mutualisons nos capacités opérationnelles et de renseignement. Même chose au niveau du Sahel, nous mutualisons là également nos capacités opérationnelles et de renseignement pour faire face à ce menace. Ça, c'est la sécurité. Nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité à d'autres. Nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de renforcer les capacités de nos armées, qu'elles soient capacités opérationnelles, qu'elles soient capacités de renseignement. Mais il faut dire aussi, rappeler l'histoire, que nos forces armées ont été affaiblies pendant longtemps. Nos forces armées ont été affaiblies par les programmes d'ajustement structurel successifs qui ont été imposés au continent africain, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des années où on a cru penser que mettre l'argent dans la sécurité, mettre l'argent dans les forces de défense et de sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. On ne s'est pas rendu compte de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Pour développer le pays, il faut la sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut aussi le développement. Sur tous ces domaines-là, je pense que les chefs d'État africains sont conscients de ce qu'il faut faire. On dit souvent que nous ne prenons pas nos responsabilités. On dit souvent que nous n'avons pas de vision. On dit souvent que nous n'avons pas de stratégie. Il n'y a rien de plus faux.
Aujourd'hui, l'Afrique change. L'Afrique est en train de se transformer. L'Afrique est en train de connaître un taux de croissance extrêmement important. À peu près, dans beaucoup de pays, on enregistre des taux de croissance de 5-6% et même des taux de croissance à 2 chiffres. Vous prenez un pays comme le Niger. Depuis 8 ans, nous avons un taux de croissance moyen de 6%. Les perspectives nous donnent un taux de croissance annuel moyen de 7%. Il y a beaucoup de pays. Mais dans le même temps, on dit que c'est une Attendez. croissance qui s'appuie sur des matières premières, que ce n'est pas. J'arrive à ça. Effectivement, c'est une croissance qui s'appuie sur les matières premières. C'est une croissance qui est portée par des secteurs peut-être comme le secteur primaire ou le secteur tertiaire informel. C'est une croissance qui n'est pas portée par le secteur secondaire, par l'industrialisation. Et c'est ça que nous avons décidé de faire dans le cadre de l'agenda 2063. Et c'est ça le sens de la zone de libre-échange continentale que nous sommes en train de mettre en place pour que le marché africain, qui est aujourd'hui balkanisé en 55 petits marchés, soit un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui. Ils seront 1,7 milliard de consommateurs en 2030. On sera 4,5 milliards de consommateurs, 40% de la population mondiale en 2100. Mais ce marché de libre-échange continental, pour qu'il ne soit pas une coquille vide, il faut d'autres projets, mettre en œuvre d'autres projets, mettre en œuvre d'autres plans. Et c'est ça qu'on a perçu. On a conçu un plan de développement des infrastructures en Afrique. L'Afrique a besoin de chemins de fer, a besoin de routes, a besoin d'aéroports, a besoin. Mais qui doit faire ces infrastructures, Monsieur le Président? J'arrive. Si ce ne sont pas les Africains. Mais c'est ce que nous sommes. Nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Et nous ne comptons pas, nous comptons de moins en moins sur l'aide publique au développement. Ce que nous voulons, c'est les investissements directs étrangers, comme beaucoup de pays qui se sont développés, les pays d'Asie, etc., qui se sont développés, non pas avec l'aide publique au développement, mais avec l'investissement direct étranger, pour transformer nos économies, pour industrialiser l'Afrique, pour mettre fin à cette situation où l'Afrique est un réservoir de matières premières. Et on dit que l'Afrique est riche de ces matières premières. On ne transforme rien. Justement, il faut transformer sur place les matières premières africaines. C'est cela qui permettra à l'Afrique de se développer. C'est cela qui permettra à l'Afrique de donner des emplois aux millions de jeunes. Il s'agit d'abord de cela. Des millions de jeunes, le terrorisme. Des millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Aujourd'hui, 7 à 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail en Afrique. Alors que leur proposez-vous? Et ils seront 30 millions. Ce que je propose, c'est ce que je viens de dire. Moi, au Niger, j'ai un plan de développement du Niger. Au Tchad, le président Déby a un plan de développement du Tchad. Au Congo, il a un plan de développement. Mais en plus de ces plans de développement nationaux, nous avons un projet commun, c'est l'agenda 2063, avec la zone de libre-échange continentale, avec le développement des infrastructures, avec le développement commun de l'agriculture, parce que l'Afrique dispose de 60% des terres arables non cultivées au monde. Il faut mettre tous ces potentiels-là en valeur. Nous avons une vision minière africaine. Tout cela, nous sommes en train de mettre ça en œuvre, mais ça ne date que de 2013. Donc vous n'allez pas penser que c'est en 5 ans, 10 ans qu'on peut transformer la situation de l'Afrique. Mais l'Afrique a pris le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie et vous allez voir, l'Afrique va surprendre le monde au XXIe siècle. On espère vivre pour voir tout cela. Dans le même temps, on m'a dit, si vous êtes avec les présidents, demandez-leur, parce qu'on n'entend pas leurs solutions sur cette guerre contre le terrorisme. Ils sont inaudibles, on entend les autres. Alors, dans la seconde partie de ce magazine, j'ai envie que vous fassiez des propositions très claires. Qu'attendez-vous pour mettre fin à ce terrorisme dans vos territoires? Quelle est votre stratégie, de façon très très concrète, le président Déby? Il y a, monsieur Alain, il y a à Ouagadougou, nous avons tenu dernièrement un sommet. Un sommet, je dirais 2 sommets. Sommet de G5 et sommet CEDEAO, auquel nous avions participé aussi. Qu'est-ce que nous avons pris comme décision? La décision que nous avions prise, bien, les partenaires et les amis financiers et techniques ne veulent pas venir nous soutenir. Faisons en sorte que nous-mêmes nous sortons nos moyens, n'est-ce pas, pour déployer les forces sur le théâtre le plus fragile. Donc la frontière Mali, Burkina, Niger. Cette décision va se faire appliquer. Elle est africaine, celle-là. Nos ministres de la Défense se sont réunis dernièrement. Nos chefs d'état-major se sont réunis dernièrement. Donc le but, c'est quoi? Utiliser nos propres moyens pour la lutte contre le djihadisme, en attendant que la communauté internationale se réveille
Et en attendant aussi que les autres pays africains se réveillent. Parce que cette lutte-là n'appartient pas simplement aux 5 pays. Ça ne concerne pas ça. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte planétaire, n'est-ce pas? C'est une maladie planétaire. Comme solution, la lutte doit être aussi une lutte de l'ensemble des pays du planète. Donc, nous avons des solutions d'engagement propre par nous-mêmes, en attendant que la solidarité sonne quelque part. Mais il y a beaucoup de gens, surtout certains médias, les connaisseurs du continent africain, qui parlent souvent avec pessimisme du continent africain, avec pessimisme des chefs d'État africains. Il y a parmi les chefs d'État africains les bons élèves, les mauvais élèves, les démocrates, les dictateurs comme Déby et autres et autres. Qui c'est qui a dit ça? Alors, j'envoie quelqu'un, mais je ne vais pas prononcer son nom ici. Je vois quelqu'un. En tout cas, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous, oui. Moi, je crois que tout ça, ça appartient un peu au passé. C'est des gens qui sont peut-être un peu des vestiges du néocolonialisme ou du colonialisme, qui continuent à maintenir l'Afrique dans cette idée, en fait, disons, de masser, comment on appelle le cerveau des Africains, que vous êtes encore, vous êtes des jeunes, vous êtes ceci, vous n'avez rien. Donc, cet écho-là, c'est dépassé maintenant. C'est dépassé. C'est dépassé et aucun Africain ne doit croire à cela. Aucun Africain ne doit croire à cela. Nous devrions croire à notre propre force. Oui, mais quand vous dites ça à un enfant dont les parents ont été tués par les terroristes, il dit quelle force? C'est quoi votre plan? Notre plan, je ne vais pas vous avez évoqué une partie. Je ne peux pas vous dire que le plan militaire est ceci ou cela. Non. Notre plan, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons décidé maintenant de ne pas attendre que les solutions, les moyens viennent de l'extérieur. Nous allons agir avec nos propres moyens. Tout ce qu'on a maintenant comme moyens, nous allons les mettre ensemble pour aller sur le théâtre, n'est-ce pas? Les opérations sur le théâtre. Maintenant, les Africains d'aujourd'hui ne sont pas les Africains de demain, je pense. Depuis d'hier. Donc, ils comprendront mieux leurs intérêts et ils comprendront mieux aussi, n'est-ce pas, le langage qu'il y a, le changement qui est en train de s'opérer au niveau du continent, n'est-ce pas? Et nous avons une force, 1 200 000 habitants, 60% de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous voulez dire 1 milliard 200 millions? 1 milliard 200, oui, 1 milliard 200 millions d'habitants, 60% des jeunes garçons et des jeunes filles. Ça, c'est une force essentielle pour le développement du continent. Mais ça peut aussi être une faiblesse si cette jeunesse n'est pas formée. Non, c'est-à-dire que nous transformerons, en fait, disons, cet handicap qu'on en parle. L'Afrique est en train d'exploser, l'Afrique, ne sait pas, est en train de partir. Il y a beaucoup de monde, les femmes donnent beaucoup d'enfants et tout ça. Tout naturellement, le continent a de l'espace pour 2 milliards, 3 milliards. N'est-ce pas? Carrément. Carrément. 2 milliards, 3 milliards. Nous avons des terres arables non exploitées. Nous avons des richesses minières non exploitées. Nous ne verrons pas. Mais après nous, les générations futures vont se battre pour cette Afrique-là qu'on va leur laisser entre leurs mains. Et l'Afrique sera demain le continent qui va attirer le monde. Président Tshisekedi, une solution, puisqu'on est dans la partie solution. Oui, merci. Je dirais d'abord, je partirais d'un constat. La guerre que nous impose le terrorisme est une guerre atypique. C'est une guerre asymétrique. Elle nécessite des forces spéciales. Ce n'est pas une guerre classique. Et même les grandes puissances ont été frappées en plein cœur par le terrorisme. C'est la preuve qu'il n'y a personne, aucune nation qui soit à même de se protéger contre le terrorisme. Et donc cela nécessite une coalition internationale des forces, mais aussi des intelligences. Parce que c'est par les services de renseignement qu'on peut infiltrer et donc anticiper les actions de ces groupes terroristes.
Et c'est plus que jamais nécessaire. C'est en ça peut-être que l'Afrique peut se tourner vers ses partenaires. C'est dans le renforcement de nos capacités à développer ces forces spéciales et à anticiper sur les actions de ces terroristes. Dire comme ça, jeter la responsabilité sur ces pays, pays africains qui sont frappés de plein fouet par le terrorisme, je trouve que c'est un peu fuir ses responsabilités. Il n'y a personne au monde qui serait heureux d'être frappé par le terrorisme. Ce n'est pas vrai. C'est simplement que nous avons besoin de rajouter des capacités à celles qui sont déjà là, qui sont admirables. Les hommes en armes en Afrique font énormément d'efforts. Je me rappelle d'ailleurs de l'armée tchadienne qui s'était même déplacée jusqu'au Mali, qui a fait un travail extraordinaire, on ne le dira jamais assez, et au point que même l'armée française en a été admirative. Donc je crois qu'il y a de la potentialité en Afrique, nous avons simplement besoin de renforcer nos capacités. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, ne nous voilons pas la face. Ces mouvements terroristes partent d'une doctrine. Et cette doctrine, elle prend naissance dans certaines nations riches. Je ne vais pas citer ces pays. Mais on a le sentiment qu'à chaque fois, les dirigeants africains parlent de ces nations, mais on ne montre pas. Non, vous savez qui finance quand même, non? Non, moi je vous ne savez pas. Je ne vais pas jeter des accusations comme ça sur des pays, par exemple du Golfe, parce que je n'en ai pas les éléments. Parce que je n'en ai pas les éléments, mais il est démontré que dans ces pays-là, il y a des hommes puissants, on va dire, qui financent certains réseaux terroristes. Donc ça aussi, il faudrait le démanteler. Il faut pas se voiler la face parce qu'il y a des pétrodollars par milliards qui sortent de là. Donc si ces pétrodollars, dans ces pétrodollars, il y en a qui financent le terrorisme, il faut avoir le courage de le dénoncer. Ça aussi, c'est un phénomène. Ça doit être un problème qui nous embrigade tous. Le terrorisme ne reculera que si vraiment il n'y a plus de puissance pour le soutenir et s'il y a une collaboration mondiale, une coalition solide contre ces actions déplorables. Alors le président Déby parle du fait que vous avez mutualisé les forces pour combattre. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas une armée africaine bien formée? Parce qu'on a pensé à tous ces noms qui se sont succédés sur le continent, Barkhane, MINUSMA, MONUSCO, etc., qui n'ont pas réussi à faire reculer les choses. Est-ce que les armées de ces États-là sont équipées pour pouvoir faire reculer le terrorisme? Monsieur le Président Issoufou. Oui, voilà, merci. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu vaincre la menace en quelques semaines, en quelques mois, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire pour lutter contre la menace terroriste. Je voudrais faire un parallèle. Prenez ce qui se passe en Afghanistan, je reviens là-dessus. C'est depuis 2001 qu'il y a une coalition qui a été mise en place pour lutter contre le terrorisme, contre Al-Qaïda, contre les talibans en Afghanistan. Le problème est toujours entier en Afghanistan. Il faut poser la question aux puissances qui sont dans cette coalition-là. Comment ça se fait qu'il n'ait pas vaincu le terrorisme en Afghanistan en quelques mois, en quelques semaines? Mais à nous, on pose cette question, nous les Africains. Même chose pour ce qui concerne l'Irak et la Syrie. Une coalition des armées les plus puissantes du monde a été mise en place pour lutter contre Daesh. Mais le combat contre Daesh, contre l'État islamique, continue toujours. Posez-leur la question, pourquoi ils n'ont pas pu vaincre Daesh en quelques semaines ou en quelques mois? Donc c'est la même chose également pour le Sahel et le bassin du lac Tchad. Nous avons des stratégies, nous avons une vision, nous avons des capacités que nous sommes en train de mettre en place pour lutter contre ces menaces-là. Au niveau de chaque pays, on essaie de renforcer les capacités opérationnelles des armées, les capacités de renseignement des armées, que ce soit au Tchad, au Niger ou ailleurs. Mais en plus de ça, nous avons décidé, comme cela a été dit, de mutualiser nos capacités. Et même les ressources de financement qu'on n'arrive pas à mobiliser au niveau de la communauté internationale, nous sommes en train de nous organiser pour nous autofinancer. C'est le cas donc de la décision prise par la CEDEAO de mettre à la disposition de la force conjointe du G5 Sahel $1 milliard pour renforcer les capacités
opérationnel et de renseignement de cette force. Donc nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de progresser, nous sommes en train de nous renforcer. Ça prendra du temps, comme ça a pris du temps ailleurs, comme ça a pris du temps en Afghanistan, comme ça a pris du temps en Syrie. Mais moi je suis convaincu d'une chose, c'est que nous allons vaincre le terrorisme. Et à l'échelle de l'Afrique... Ensemble, à l'échelle de l'Afrique, nous avons les perspectives des forces en attente de l'Union africaine. Tout cela, tous ces mécanismes-là, pour créer les conditions de la paix en Afrique, sont en train d'être mis en place. Et d'ailleurs, rappelez-vous que l'Afrique avait pour objectif de faire taire les armes en 2020. Absolument. Malheureusement, cela ne, en 2020, les armes ne se seront battues. Malheureusement, cela ne sera pas possible, mais cela ne veut pas dire que ça ne sera pas possible plus tard. Merci en tout cas. Nous arrivons au terme de cette édition spéciale du débat africain qui accueillait aujourd'hui les présidents Idriss Déby du Tchad, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Issoufou Mahamadou du Niger. Merci, messieurs les présidents, d'avoir accepté de participer à ce rendez-vous. Une première sur les antennes des médias. 3 chefs d'État africains qui prennent le temps ensemble de débattre sur la durée, sur un thème aussi important. Je rappelle que cette émission sera rediffusée par une dizaine de télévisions africaines. Vous pouvez également la retrouver sur le site de RFI et sur les réseaux sociaux. Merci également au Forum de la paix de Paris qui nous accueille aujourd'hui à la Grande Halle de la Villette. La réalisation du débat africain était assurée aujourd'hui par Romain Ferré et Richard Rifono. Jérémy Besset, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.